de la génétique, d'accord? Alors la génétique, en deux mots, d'accord? C'est un petit jeu de mots. Est-ce qu'il y a de la gène éthique? C'est-à-dire, est-ce que on transmet des valeurs de père en fils, de mère en fille, d'accord? Est-ce qu'on transmet une éthique par les gènes? Ok? Alors, c'est un peu dangereux de dire ça, d'accord? Très dangereux même de dire ça. Donc très certainement que si on est de sadique, on n'a pas l'assurance que ses enfants ils seront de sadique et vice versa aussi, d'accord? Mais il y a quand même des midotes qui passent, d'accord? De père en fils, de père en fille, de mère en fille, ainsi de suite, d'accord? Il y a des midotes qui passent au fil des générations. Alors, on va voir et on va essayer de comprendre ça au travers de l'histoire de Dina, d'accord? Donc Dina, c'est la seule fille, d'accord, de la fratrie de Yaakov et elle est mise en avant dans la paracha avec un triste épisode que vous connaissez, d'accord? L'épisode donc, où elle va être malmenée par Shechem ben Hamor. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comprendre ce qui s'est passé avec cette femme et qui elle était, alors j'aimerais faire une brève introduction sur la paracha de Vaishla. Vous savez que la paracha de Vaishla, c'est la paracha par excellence où on traite, où on parle de tous les ennemis d'Israël. Tous les ennemis d'Israël. À tel point que les Chachamim à l'époque, les présidents, les représentants, d'accord? Je ne sais pas s'il y avait président du consistoire à l'époque, mais en tout cas, il y avait comme ça des représentants du peuple juif vis-à-vis des nations, d'accord? Et lorsqu'ils devaient aller voir les rois, lorsqu'ils devaient aller plaider la cause du peuple juif, lorsqu'ils devaient justement trouver un terrain d'entente avec leur gouverneur, d'accord? Que ce soit dans n'importe quelle civilisation, c'était à Rome, c'était en Russie, c'était de tout temps, toujours la paracha qu'ils étudiaient avant d'aller voir ses représentants, c'était la paracha de Vaishlar. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, ils trouvaient les secrets et les ressorts de la manière dont on doit se conduire vis-à-vis de nos ennemis. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, de quoi on parle? On parle de la rencontre entre Esav et Yaakov. Esav et Yaakov, c'est si vous voulez, la personnification, d'accord, de la rencontre entre le peuple juif, Yaakov, et les oppresseurs du peuple juif qui sont représentés par Esav. Donc toujours, quand on veut savoir comment affronter nos ennemis, comment les combattre, donc c'est d'actualité en ce moment, on doit puiser la science qui est écrite dans cette paracha. Alors vous le savez, comment Yaakov il s'est préparé face à Esav? Il avait il avait trois ressorts. Il avait trois armes, d'accord? C'est quoi les trois armes de Yaakov? Très certainement que vous le savez, sinon on va les redire. Comment il s'est préparé Yaakov à affronter Esav? Je rappelle le cadre, d'accord? Yaakov il a pris la fuite et maintenant il a été chez Lavan, il a construit une famille, il a eu des enfants et maintenant il doit revenir en Eretz Israël. Sur le chemin du retour, il a peur de croiser Esav et il connaît la rancœur que Esav il a vis-à-vis de lui et donc il va dire je vais me préparer pour affronter le grand méchant loup, d'accord? Esav, comment il va se préparer? Il a dit j'ai trois armes. Ma première arme, c'est quoi? C'est la tfila. La tfila, la prière. La deuxième arme, quand on se prépare à affronter un ennemi, ben, il faut se préparer à la guerre, d'accord? Donc la deuxième arme, c'est la milchama, c'est la guerre, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait pour se préparer à la guerre? Il a divisé son camp en deux parties, d'accord? Il a dit comme ça, si Esav il attaque une partie, ve'aya amachane anishar lifleta. Il a dit j'aurai une autre partie qui sera restée, qui aura été mis à l'abri, d'accord? Il y a une interprétation de l'histoire moderne du peuple juif. On dit que même quand nos ennemis ils nous affrontent, ils nous attaquent, en réalité si Hachem il a fait que le peuple juif il est dispersé, d'accord? Il est en galoute, il est en exil, c'est pour que justement il y ait toujours cet équilibre. C'est-à-dire que même si on est attaqué d'un côté, il y aura toujours une partie du peuple juif qui sera préservée. Donc on est dispersé, mais le fait d'être dispersé, ça peut être une force. Quand Hitler il a attaqué l'Europe, tous les juifs qui vivaient dans les pays orientaux, d'accord, les Sfaradim, ils ont été épargnés, d'accord. Donc les Ashkénazim, ils n'ont pas été épargnés, mais il y avait une partie du peuple qui a été épargnée. Et donc ça fait référence, ça fait écho justement à cette préparation qui ici a été mise en œuvre par Hachem lui-même, d'accord. Mais ça fait référence à cette préparation que Yaakov il avait séparé le camp. Et enfin, la troisième chose, c'est quoi?
comment il s'est préparé Yaakov à affronter Esav? Les cadeaux. Les cadeaux, les doron, d'accord? Les cadeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé son bétail, il était immensément riche, Yaakov, d'accord? Il avait fait fortune chez Laban, comme vous le savez. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est préparé à la rencontre avec Esav, il a dit, je vais disposer tout mon bétail, d'accord? Tous mes animaux, je vais les disposer vers Revar, Tassim ben Eder le Eder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis tout en bloc, mais il a mis un troupeau et il les a espacés. Pourquoi il les a espacés? D'une telle manière que lorsque Esav, il voit la masse, si vous voulez, de bétail qui est arrivé, et c'était des cadeaux qui lui étaient offerts de Yaakov envers son frère, alors ça l'a déjà apaisé. Pourquoi? Parce que Esav, il était avide d'argent, d'accord? Il voulait absolument, il adorait ça, d'accord? Donc, quelque part, Yaakov, il a cherché à atténuer, à apaiser la colère de Esav en amont, et donc, c'était la ruse de Yaakov, où là encore, il a donné, si vous voulez, un peu de shochrad, d'accord? C'était un petit... voilà, un petit cadeau pour que Esav, comme il y a écrit dans Shlomo Melech, il disait Im Raev Soneera Achilou Lechem. Ouais, si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger. Ouais, donne-lui à manger, ça va le calmer. Ouais, vous connaissez tous l'histoire de Mama Rachel. Ouais, d'accord, elle est devenue maintenant mythique. Mais voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire que parfois nos ennemis, on peut les amadouer avec du lechem, avec du pain, d'accord, en leur donnant à manger. Ça, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov vis-à-vis de Esav, mais de manière plus profonde. En réalité, c'est qui notre vrai ennemi? Là, on parle de personne, on parle de Esav, on parle de Yaakov, on parle d'une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans. Mais la Torah, elle nous parle. C'est une Torah qui est d'actualité, elle doit nous parler à chacun. C'est-à-dire qu'il y a toujours des messages et des codes derrière Esav et Yaakov. En réalité, on a tous en nous un Esav et un Yaakov. Esav et Yaakov, c'était deux jumeaux. Et en nous-mêmes, on a deux instincts qui sont jumeaux. On a notre Yetzer Tov et notre Yetzer Hara, d'accord? Qui sont les deux faces d'un même cœur, d'accord? On a deux cœurs, on dit, les Vav et Ra. On a un cœur qui tend vers le bien, un cœur qui tend vers le mal. Et ce qu'on nous demande, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu dois aimer ton Dieu avec tes deux cœurs. Tu dois l'aimer avec ton Yetzer Tov et avec ton Yetzer Hara. Tu dois l'aimer avec le Yaakov qui est en toi et avec le Esav qui est en toi. Tu dois être capable justement de concilier toutes tes orientations pour les donner à Dieu. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que la manière d'affronter notre Yetzer Hara, on a tous des défis à relever dans notre vie, on a tous des inclinaisons vers le mal, ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Les trois armes pour affronter notre propre mauvais penchant, c'est ces trois armes que Yaakov il nous a léguées. C'est la tfila, premièrement. C'est-à-dire qu'une personne qui pense qu'il peut s'en sortir seule, c'est une personne qui est vouée à l'échec. D'accord? Ça veut dire que la meilleure des armes, la plus grande des armes, lorsqu'on a des choses dans notre vie qu'on n'arrive pas à surpasser, des vices desquels on n'arrive pas à se défaire, la première chose, c'est de demander à Hachem de l'aide. Ouais, c'est une ségoula qui est, en tout cas, ou Menoussa, qui est vue et certifiée, d'accord, que lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, j'arrive pas, aide-moi, c'est trop dur, aide-moi, le Yetzer Hara, il est trop fort, cette fille-là, elle a une force comme ça d'annihiler le Yetzer Hara. Donc ça, c'est la première chose, la tfila. La deuxième, c'est la milchama, il faut se battre, d'accord? On est dans une société où on est devenu un peu assisté sur ça, d'accord? Ça veut dire que on a perdu la motivation de se battre. Mais en réalité, ça passe par là, d'accord? C'est-à-dire que si on ne fait pas corps, d'accord, face à notre Yetzer Hara, on n'a pas de chance de s'en sortir. Et la troisième, c'est le doron, les cadeaux. Il faut donner des cadeaux à son Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut donner des cadeaux à son Yetzer Hara. Comment on donne un cadeau à son Yetzer Hara? C'est-à-dire, je comprends prier, je comprends que ça soit une arme de Yaakov face à Esav, du Yetzer Tov face au Yetzer Hara. Très bien. Je prie et Hachem il va m'aider. Je me bats, d'accord? Je me bats face à mon Yetzer Hara. J'arrive pas, ok, je me bats. Je veux maigrir, ouais, je fais un régime, il faut se battre, d'accord? Je veux progresser dans la tsniout, c'est difficile, j'ai des conflits internes en moi, je me bats, j'avance. Je veux progresser dans mon respect du Shabbat, là aussi, il va y avoir des enjeux, il va y avoir des difficultés, je vais être mis à mal, je me bats. Mais ça veut dire quoi? Que en donnant des cadeaux au Yetzer Hara, je vais réussir à
à endormir mon Yetzirah. Comment? C'est-à-dire quoi donner un cadeau à son Yetzirah? C'est quoi donner un cadeau à son Yetzirah? Ouais, alors je vous laisse réfléchir parce qu'en réalité c'était pas vraiment le sujet. Mais, mais, mais peut-être une petite idée, c'est que parfois, je vous donne un exemple, j'arrive pas à me lever le matin. Ouais, ça peut nous arriver, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit voilà, lève-toi maintenant, mais dans 1 heure tu feras une sieste. D'accord? C'est-à-dire, ça s'appelle donner un cadeau au Yetzirah. C'est-à-dire que parfois, il faut utiliser la ruse. D'accord? Hein? Voilà. Il faut utiliser ses propres armes. L'arme fatale du Yetzirah, c'est quoi? C'est l'illusion. C'est le mensonge. C'est se mentir à soi-même. Donc parfois, il faut jouer le propre jeu de notre mauvais penchant pour être capable de le vaincre. C'est ça lui donner un cadeau. Qu'est-ce qu'il aime le Yetzirah? Le Yetzirah, il aime ce qu'il nourrit. D'accord? Donc il aime le mensonge, il aime l'illusion, il aime la passion, il aime les désirs. Tout ça, il faut être capable de lui donner dans le domaine du permis. D'accord? Ok? Donc ça, c'est une grande arme face au Yetzirah. Lui donner du shochad, d'accord? Lui donner à manger. Lui donner à manger. Ouais. Il faut être capable de lui donner à manger. En tout cas, donc ça c'était une aparté. Mais l'idée principale ici de cette paracha, c'est comment vaincre nos ennemis. D'accord? De manière générale, on parle ici du peuple juif. Là, j'ai fait une petite aparté sur le Yetzirah Tov et le Yetzirah Hara, donc au niveau de l'homme. Mais en réalité, on parle de manière plus globale de tous les ennemis d'Israël. On a fui notre premier ennemi qui était Lavan. Après, on passe à Esav. Et puis ensuite, on a un 3e épisode. Et c'est sur celui-là que je veux focaliser. C'est l'épisode de Dina. Donc Dina, qui est quand même la seule fille de Yaakov, elle va être malmenée. Il y a écrit dans le verset que qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Avec Dina. Et en réalité, pourquoi c'est important de parler de ça aujourd'hui, à l'approche de Hanouka? Parce que c'est écrit dans le livre Shem Shmuel, d'accord? Que l'épisode de Shem Shmuel, c'est écrit que, vous savez que le peuple juif, on a été exilé à 4 reprises. Il y a eu 4 exils. Ok? Sans rentrer dans les détails, parce que on ne va pas réussir ensemble à tout développer. Mais le premier exil, il correspond à Lavan, premier ennemi. Le deuxième exil, il correspond à Esav, le deuxième ennemi. Le 3e exil, qui est l'exil grec, c'est l'histoire de Hanouka, c'est le 3e exil, d'accord, avec les Grecs qui nous ont assiégés, qui ont voulu nous assimiler. Il correspond, il dit le Shem Shmuel, à l'épisode de Dina face au 3e ennemi d'Israël qui figure dans notre paracha, qui est Shechem ben Hamor. Shechem, le fils de Hamor, qui a violé Dina. Donc c'est une des formes d'attaque du Ham Israël, qui est le viol de la seule fille de Yaakov. Quel lien il y a entre cet épisode et l'histoire de Hanouka? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir, l'histoire de Dina, avec l'histoire de Hanouka? Alors peut-être on va essayer de comprendre ça. Quel lien entre Hanouka et le viol de Dina? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Le verset dit la chose suivante. Va tetse Dina, bat Léa. Est-ce qu'elle a une responsabilité, Dina, dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a une attitude trop légère? Ok, il faut tout remettre en contexte, d'accord? On parle d'une autre époque, avec d'autres mœurs, bien évidemment. Mais donc on doit avoir un œil, d'accord, qui est capable de recontextualiser ce qu'on est en train de lire, d'accord? Ça peut paraître parfois rétrograde, d'accord? Mais il y a 3000 ans, d'accord? Donc en réalité, l'attitude de la femme juive, il est toujours relatif à ce qui se fait, d'accord? Il n'est pas, c'est pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Est-ce que Chachamim disent que Dina, alors je vais utiliser un mot, c'est pas le mot approprié, elle est certainement pas responsable de ce qui lui est arrivé, d'accord? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que? Alors, regardez le verset. Vatetse Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa. Alors, première question, c'est pourquoi on parle de Dina, la fille de Léa? Pourquoi on ne parle pas de Dina, la fille de Yaakov? Pourquoi on dit c'est la fille de Léa?
Ouais, pour la fille de Léa. Dès que ça va pas, on dit c'est la faute de la mère. C'est la fille C'est la fille de sa mère. D'accord? Va tetse Dina bat Léa. Asher, Yaleda, il Yaakov. Donc, qu'elle a eu avec Yaakov. Donc en réalité, on parle de la mère et du père. Donc on dépeint le tableau général, d'accord? Où on te parle de sa mère et de son père. Très bien. L'irot bivnot à Haaretz. Elle est sortie pour aller voir les filles bivnot à Haaretz, ce qui se passait autour. Et là, Chachamim, ils vont nous dire que dans ces trois mots, Batléa, Yaakov, Bnot à Haaretz, il y a ici trois raisons qui ont permis, ou en tout cas qui ont mené à cette catastrophe qui s'est produite avec Dina. Quelles sont les trois raisons? Nous dit le Or HaChaim HaKadosh. La première chose, c'est que Dina, dans son tempérament, elle avait le tempérament de sa mère. Je ne sais pas si c'est le bon thème. Ouais, mais... Faire très attention. Ouais, là, je sens qu'il y a des snipers là qui sont, qui sont sortis. Alors, Dina, elle avait le temps, mais ça, elle avait dit, c'est pour. Moi, j'aime bien les textes qui sont difficiles, d'accord. Voilà, je vous dis la vérité. Plutôt que de faire des sujets un peu, on va dire, voilà, on se confronte avec les textes, on a du mal. Honnêtement, on a du mal. Mais c'est pas grave. On est là pour réfléchir ensemble et pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre de ça, d'accord. Alors, je pense qu'il faut avoir un regard intelligent quand on lit ces textes. Mais surtout pas, l'erreur à ne pas faire, c'est dire mettre de côté une partie de la Torah. Ouais, il y a des sujets comme ça qui sont un peu tabous, d'accord? Donc on dit non, on n'en parle pas. Rachamim, ils n'étaient pas dans le coup. Ouais, quand ils ont parlé, ils savent pas, c'est rétrograde. Non, on n'a pas le droit de faire ça, d'accord? On n'a pas le droit de faire ça. Donc on doit affronter tous les textes, d'accord? Alors Rachamim nous disent que la première raison, c'était qu'elle est la fille de Léa. Et qu'est-ce qu'elle avait Léa au fond d'elle? Léa au fond d'elle, elle avait ce tempérament d'être yatsanite. Yatsanite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aimait sortir, d'accord? Ok, très clairement, Léa, on dit qu'elle se différenciait de Rachel. C'était deux tempéraments différents. Il y avait Léa et il y avait Rachel. Rachel, c'était la petite fille. Encore une fois, c'est pas une question de donner une connotation, d'accord? Elle était un peu plus légère et l'autre, elle était plus tzadika. C'est pas une connotation de qui était, c'est un tempérament. Ça veut dire que Léa, elle était tournée vers l'extérieur, d'accord? Elle avait besoin de voir le monde, ok? Alors que Rachel, elle était introvertie, elle était à l'intérieur, ok? Chachamim, ils nous disent que quelle était la mida principale de Léa, quelle était la mida principale de Rachel. La mida principale de Léa, c'était qu'elle était capable d'être dans la hoda'a. La hoda'a, ça veut dire le remerciement. Le remerciement, c'est quoi? C'est savoir exprimer des choses. C'est savoir parler. C'est savoir justement être en interaction avec les autres. Donc Léa, elle avait cette force d'être tournée vers l'extérieur. Et donc automatiquement, d'accord, cette inclinaison qu'elle avait dans son tempérament, ça l'a menée justement à aller se confronter au monde de l'extérieur. Elle aimait l'échange, d'accord? Elle aimait partager. Et donc nécessairement, elle va savoir aussi influencer. Mais donc quand on a ce tempérament, d'accord, c'est un tempérament. Alors, dans tout tempérament, il y a des qualités et il y a des défauts. Il y a des atouts et il y a des risques. Quel est le risque d'une femme qui est trop exposée, d'accord? Le risque d'une femme qui est trop exposée, c'est justement de se laisser influencer. Le contact avec le monde extérieur, il peut parfois faire en sorte qu'elle va basculer. Et donc Rachamim, ils nous disent, c'est ça qui s'est passé avec Dina. Elle a été trop curieuse de voir ce qui se passait à l'extérieur et donc elle s'est laissée influencer et donc elle est tombée dans les mains de son agresseur, Shechem ben Hamor. D'accord? Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle était la fille de Yaakov. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si elle était la fille de Yaakov? Ils nous disent, Rachamim, que même cet agresseur, Shechem ben Hamor, lui ce qu'il voulait, c'était une femme de renommée. Il voulait toucher une femme de bonne famille. Or, Yaakov, c'était la grande classe à l'époque. Yaakov Avinu, c'était l'élite de l'élite, c'était la crème de la crème. Donc lui, il a dit, Shechem ben Hamor, moi je vais toucher la fille de Yaakov. Voilà une deuxième raison.
troisième raison, c'est qu'elle est tombée dans le piège que lui a tendu Shechem ben Hamor. Quel est le piège qui lui a tendu? Alors le Midrash, il raconte dans le Pirkei des Rabbi Eliezer que Shechem ben Hamor, il a voulu dissiper, il a voulu attirer l'attention de Dina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené plein de filles, d'accord? Benot Haaretz, ok? Il a ramené plein de femmes. Et elles ont commencé à faire de la musique, donc il a ramené avec des instruments de musique. Et elle est venue, elle s'est mélangée, elle a partagé des valeurs avec ses filles. Et c'est à ce moment-là qu'une fois qu'il a réussi à l'attirer sous ses griffes, qu'il l'a ramenée chez elle et qu'il a violé la fille de Léa. Voilà les trois raisons ici qui sont avancées dans le texte. Bat Léa, Yalda le Yaakov, fille de Léa, donc même tempérament, fille de Yaakov, donc c'était un atout pour l'agresseur. Et troisième raison, Benot Haaretz, elle a voulu voir qu'est-ce qui se passait, elle a voulu partager des valeurs avec les Benot Haaretz, et donc elle est tombée dans le piège de Shechem ben Hamor. Or, la question qu'on me pose, la question que je vous pose, c'est que Chachamim, ils disent que non. Le vrai responsable, c'était pas Dina. Alors c'était qui? Le vrai responsable, c'était Yaakov. Yaakov, le père. Incroyable, ouais. Yaakov, d'après Chachamim, il est responsable de ce qui s'est passé avec sa fille. C'est très dur comme texte. Et pourquoi il est responsable? Alors vous allez voir. C'est un texte qui est encore plus surprenant. Ouais. Le texte, il dit la chose suivante. Lorsque Esav, il s'est approché justement de toute la famille de Yaakov, il y avait une personne qui n'était pas là. Une personne qui l'a caché. Qui est-ce qui l'a caché? Il a caché Dina. D'accord? Vedina echadaïta. Il y a écrit que Yaakov, il s'est approché avec Achad, Asar, Yeladav. Il s'est approché avec ses 11 enfants. Vedina echadaïta. Et Dina, où est-ce qu'elle était? Il dit Rashi, Mitna bater nafal fanash elo iten ba Esav enav. Rashi dit que Yaakov, il l'a caché pour que Esav ne puisse pas la voir. Et pourquoi il ne voulait pas qu'il puisse la voir? Ou les kar ne'enash Yaakov, shema na'a me'achiv. Et voilà pourquoi il a été puni Yaakov, parce qu'il a empêché son frère, shema tarzirena lemutav, il a empêché son frère Esav de pouvoir faire teshuva. Ça veut dire que Yaakov, il aurait dû mettre en vitrine, d'accord, sa fille Dina, pour que peut-être laisser une chance à son frère Esav, d'accord, il était fichier S, d'accord, Esav c'était le plus grand des brigands, ok, mais non, il aurait dû mettre Dina en avant pour peut-être permettre à Esav de retrouver le droit chemin. Et comme il ne l'a pas fait, d'accord, il a préféré être plus conservateur, ok. Ne'enash, il nous dit Rashi, Venafla Beyad Shrem. Elle est tombée dans les mains de Shrem, ok. Donc il y a quelque chose ici. Il y a deux questions ici sur ce texte, que pose ce texte, oui. C'est quelles sont les deux questions? La première, c'est quoi? Est-ce qu'on doit sacrifier une fille au risque, jusqu'à où elle va la possibilité, la main tendue, d'accord, aux autres, pour faire tes chouvas, jusqu'à combien tu dois t'exposer, d'accord, pour permettre à l'autre de faire tes chouvas. C'est quoi? Tu vas tenir ta fille parce que peut-être qu'elle va lui permettre de faire tes chouvas. Ouais, on n'a jamais entendu ça, ouais. Hein? C'est pas la même génération. On aurait dû la marier. Qu'est-ce qui n'est pas la même génération? Entre qui? On peut pas faire Entre Esav et la fille. Ah, bon, ça, ouais. Bah, les Moi, je pense pas que ça, c'est Non, mais là, le j'ai pas, problème, excusez-moi, c'est j'ai pas Carnage. compris pourquoi 11 enfants et pas 12. Bah parce que Dina, Parce c'est que la deuxième. c'était la 12e. Non? Si? C'était la 12e? non, c'était la C'est la 7ème. Mais le... 13e. Ça veut dire qu'il avait 12 enfants. Il y avait 12 pas enfants. Binyamin aussi. Non, c'est 12 garçons et une fille, non? C'est pas 12 hommes et une femme? Non, il y avait que 11. Il y avait que 11 hommes à cette époque-là. D'accord, Il n'y avait Binyamin pas n'était pas encore encore là. Benjamin. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, Il devait se marier. il, Esav il avec était là, mais Dina. il était, hein, Et ça aurait pu se marier avec Dina, c'était ça le plan ou pas? c'était ça le plan. Maintenant, alors, ok. Maintenant, nos deux questions. Esav aurait dû se marier avec Dina. Dina aurait dû se marier avec, enfin, Yaakov Ouais. aurait dû proposer sa fille à Esav pour permettre à Esav de faire teshuva. Ça, c'est la thèse qui est présentée par Rashi, d'accord? C'est quand même C'est sûr quand même. très très difficile, d'accord? C'est sûr.
La question elle est tellement énorme que là je sais même pas comment on va répondre à cette question, d'accord? Mais en tout cas on est là pour lire ensemble ce qu'il y a écrit, d'accord? Shema tarzirenu les moutab, d'accord? Première question. Première question quoi? Ok, première question. On est Chabad, mais jusqu'à où on est Chabad quoi? On doit aller, on doit faire quoi? Ouais, on doit se jeter dans la gueule comment dire, du lion, ouais, du loup. Du loup. Jusqu'à où on doit aller? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est qu'a priori, il y a une contradiction. Tu m'as dit que la raison pour laquelle il y a eu cette catastrophe, c'est les raisons qu'on a invoquées. D'accord? Les 3 raisons qu'on a invoquées. Et là, tu me dis que non, c'est de la faute du père. Alors, il faut savoir, c'est un stratagème de Shrem, c'est la faute de Dina ou c'est la faute du père? D'accord? À qui la faute? Ouais. S'il y a une faute, je ne sais pas si... Ça manque de miséricorde quand même. Ah, totalement, je suis d'accord avec vous. Okay, ça manque de miséricorde. Je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est nos 2 questions. D'accord? Alors peut-être essayer de mieux comprendre qui était Dina. Parce qu'il n'y a qu'une fille quand même chez Yaakov. Ouais, alors essayez de dire un mot de Dina. Ouais. Qui était Dina? Dans quelles conditions elle est née, Dina? Et quelle a été sa descendance? Qui était Dina? Alors on parlait, c'était la combientième de la fratrie, d'accord? Alors il y a un midrash qui dit que chaque frère, il avait une jumelle avec elle, d'accord? Bon, mais c'est pas écrit explicitement dans le texte. La seule fille qui figure chez Yaakov, c'est Dina. Chachamim nous disent que Léa, elle avait 6 garçons, d'accord? Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et elle a fait un calcul. Elle a dit, si j'ai à nouveau un garçon, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il a 4 femmes. Or, tout le monde savait que Yaakov devait mettre au monde combien d'enfants? 12. Elle a dit, les servantes, elles en ont 2 et 2. Très bien. Moi, j'en ai 6. Donc, il reste que 2 garçons à mettre au monde. Donc, elle a dit, Léa, elle a dit, si, là maintenant que je suis enceinte, si je mets au monde un garçon, qu'est-ce qui va se passer? Ma sœur Rachel, elle va avoir moins de garçons, parce qu'elle n'en aura que un, parce qu'il ne restera plus qu'une place, d'accord? Dans le top 12. Donc, elle va avoir moins que les servantes. Elle a dit, ça c'est inadmissible, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une prière. Et Hachem, il a entendu cette prière. Et donc, là, on est dans un chiffre un peu... surnaturel, d'accord? Mais, ok, vous allez voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a transformé l'embryon. Il y a écrit qu'on peut prier jusqu'à 40 jours après la conception de l'enfant. On peut prier pour le sexe de l'enfant, d'accord? Donc, après 40 jours, ça ne sert plus à rien de demander à Hachem, même si vous n'avez pas fait l'échographie, d'accord? Ça ne sert à rien de demander à Hachem, envoie-moi un garçon, une fille, chacun ce qu'il a besoin, d'accord? Après 40 jours, c'est Tfilat Shav, il y a écrit. Ça y est, c'est fini. Ouais, tu pries en vain. Ouais, parce que les jeux sont faits, d'accord? Mais par contre, jusqu'à 40 jours, tu peux encore changer. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, Léa. Et donc, elle a prié, c'est-à-dire, elle savait, ouais, Léa, elle savait que c'était toujours des garçons qui admiraient, ok? Donc là, elle a prié, elle a dit, bon, change, au cas où, ouais, change, que ça soit une fille. Et donc, elle a changé, et c'est devenu Dina. En parallèle, qui est tombée enceinte? Rachel. Rachel, elle avait qui dans le ventre? Yosef. Elle avait Yosef. Okay. Donc, Léa, Dina, il y a un lien profond entre Dina et Yosef. Puisque Dina, c'est celle qui a permis, qui a donné la possibilité à Rachel de concevoir Yosef. Très bien. Donc, en réalité, depuis leur naissance, Dina et Yosef, ils sont intimement liés. La suite de l'histoire. Quelle est la suite de l'histoire? Dina, comme on l'a dit ici, elle va se faire malmener par Shechem ben Hamor. De cette union va naître un enfant qui s'appelle Asnat. Asnat. Asnat en hébreu, c'est un mot très dur, ouais. Onès. Asnat, c'est les mêmes lettres. Onès, ça veut dire un viol. Donc, la fille, elle va être appelée comme ça. Elle va être mise à l'écart de ses frères parce qu'elle porte la honte sur la famille. Elle va être écartée
elle va être envoyée par un malach, le malach Michael, d'accord? Tout ça, c'est le Midrash qui détaille tout ça. Elle va être envoyée en Égypte, elle va être prise dans une famille d'accueil qui est Asnat Bat Potiphera. Elle va se retrouver chez Potiphar, et la suite de l'histoire, le Midrash il est long, d'accord, mais en tout cas la suite de l'histoire, c'est que Yaakov, il va laisser Asnat avec une petite amulette, d'accord, où dedans il y a écrit qu'elle est la fille de Yaakov, et donc Yosef, lorsqu'il passe dans les rues d'Égypte, d'accord, les femmes sont folles de lui, d'accord, donc chacun lui donne quelque chose, et elle va jeter cette amulette, et donc Yaakov va prendre conscience qu'elle est de sa famille, Yaakov Yosef, et il va se marier avec Asnat. Et ils vont avoir Ephraïm et Ménaché ensemble. Donc, résultat des courses, ok, on a 2 enfants, Dina et Yosef, qui vont se retrouver, qui viachol, d'accord, puisque Yosef, il va se marier avec la fille de Dina. Je vous rappelle qu'on a une... Ouais, ok. Donc c'est Yosef, sa nièce. sa nièce, il va se marier avec la fille de Dina, d'accord. Bah, Jacob il s'est marié avec 2 sœurs. Hein. Si on est là, si on fera un cours sur ça, d'accord, à l'occasion, d'accord. Mais hein? Mais ils sont de la même génération. Puis c'est de toute façon. Oui, là vous êtes resté sur les générations. Là. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça se passe à cette époque. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment ça se passait à cette époque. Non, mais c'est très bien. Hein? C'est bien, je trouve. Ouais, c'est bien, C'est écrit comme ça, hein. En même temps, on peut rien changer. Hein. Voilà. Donc, ils vont se remarier ensemble, ils vont avoir Ménaché et Ephraïm. Donc, c'est toujours intéressant de voir toujours une histoire dans son ensemble, de voir qu'est-ce qui se passe au fil des générations. Parce que regardez, Léa, venons, on se remet dans le référentiel de Léa. Au moment où Léa, elle fait cette fille-là, cette prière, elle dit Hachem, je suis mévater, je passe. Transforme ce garçon pour ma sœur Rachel. Ouais. Donne-le à Rachel. Normalement, qui c'est qui aurait dû mettre au monde Yosef? C'est Léa. Elle l'avait dans le ventre, Léa. D'accord? Mais elle a dit non, tu le changes. Tu le changes en Dina. Mais résultat des courses, qui va être la grand-mère de Ménaché et Ephraïm, qui sont les enfants de Yosef? Léa, aussi. Donc en réalité, les deux. Mais en réalité, elle a récupéré ce à quoi elle a renoncé. Donc, déjà, Oui, de toute façon, un premier enseignement, d'accord? Un premier enseignement, c'est qu'on ne perd jamais à renoncer, d'accord? Elle a renoncé, elle a récupéré. Okay? Ce qui est dû est dû. Ce qui est dû est dû, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'elle a renoncé, mais Hachem, il lui a redonné sous une autre forme, d'accord? Donc, si déjà on continue, j'ai dit, le thème du cours, j'ai dit, c'est la gêne éthique, d'accord? Alors, on passe des générations en génération, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, les tribus de Ménaché et de Ephraïm? Il y a quelque chose de très intéressant, très fort, d'accord? Parmi les tribus de Ménaché et Ephraïm, qui est rentré en Israël et qui n'est pas rentré en Israël, qui est resté à l'écart? Alors, vous savez, dans le texte, c'est écrit que la tribu d'Ephraïm, elle était en Israël. La tribu de Ménaché, donc les 2 enfants de Yosef et de Asnat, d'accord? La tribu de Ménaché et de Ephraïm était en Israël, mais une moitié de tribus de Ménaché n'est pas rentrée en Israël. Ils sont restés à l'extérieur d'Israël. Une moitié de tribus. Alors, une moitié, ok, bon, tu diras ça plus tard, d'accord? Mais il y a Gad, en fait, il y a 3 tribus qui étaient très riches, d'accord? Réhouven, Gad et Ménaché, c'est des tribus qui étaient très riches, d'accord? Ils ont dit, nous, on préfère rester, Paris 17e, ouais, on préfère rester, non, on préfère rester, je rigole, non, on aime tout le monde. Alors, on préfère rester... Un peu d'eau, hein? On préfère rester en réalité, c'était en Transjordanie, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, d'accord, la Jordanie, d'accord, ils sont restés de l'autre côté du Jourdain. Il y avait Réhouven, Gad, Vechatsi Shevet Amnaché, la moitié de la tribu de Ménaché. C'est très bizarre qu'on ait coupé comme ça une tribu en 2, d'accord, très bizarre. Alors, il y a un commentaire très très profond, d'accord, dans la Kabbalah, qui dit pourquoi cette tribu elle a été coupée en 2. Parce qu'en réalité,
bon, c'est un peu mathématique, d'accord, mais vous allez comprendre. Il y a qui étaient les parents de Ménaché et de Éphraïm. C'était Yosef et Asnath. Qui sont les grands-parents? Il y a 4 grands-parents, d'accord? Il y a 4 grands-parents, d'accord? Donc, il y a 2 grands-parents du côté de Yosef qui sont nickel, d'accord? C'est Papa Yaakov et Rachel, et même maman Rachel. Et du côté de Asnath, qui sont les parents de Asnath? Il y a Mamie Dina et il y a Papi Shrem. Oh. Donc ça veut dire que il y a un quart des grands-parents qui devaient être mis de côté. Et donc il dit, ce commentaire, il dit, tu vois comment les choses, elles reviennent là où elles doivent revenir. C'est très dur comme commentaire, mais il dit, parmi les 2 enfants, Ménaché et Éphraïm, il y a 3 quarts qui ont mérité de rentrer en Israël, et il y a un quart qui restera à l'écart. D'accord? Sans jeu de mots. Il y a un quart qui va rester dehors. C'est incroyable. Ok? Alors, on n'est pas en train d'avoir une vision fataliste des choses, d'accord? Mais je veux juste montrer qu'on a quand même, on a tous des racines, d'accord? Et donc, regardez comment l'acte de Léa, qui est un acte de renoncement, il va être couronné par un retour, et le viol qu'a subi Dina, il va être sanctionné par une mise à l'écart d'une partie du peuple. Après, seul Dieu sait comment couper en deux, d'accord, cette tribu de Ménaché, d'accord, pour savoir qui trouvait son origine, hein, voilà, qui trouve son origine dans Shechem et qui trouve son origine dans Dina, d'accord. Mais il y a ici une filiation, ok, de génération en génération qui fait que les choses reviennent à leur origine. Si on continue et on va un peu plus en profondeur, c'est un cours qui est un peu pas mystique, mais voilà, c'est un cours qui est un peu différent, on va dire, d'accord. Il y a un commentaire, mais très très sourcé, d'accord, du Targum Yonatan, qui dit la chose suivante. Donc c'est un commentaire très antique, d'accord, très ancien, qui dit que cet échange entre Yosef et Dina, ok, entre Yosef et Dina, c'est un échange qui s'est véritablement produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rachel était enceinte de Dina. Léa était enceinte de Yosef. Et au cours de cette fameuse prière de Léa, il y a eu une inversion des fœtus, d'accord? Il y a eu une inversion, tout simplement. Ça veut dire que, et là, ok, on va suivre ce commentaire, ça veut dire que si je vous demande maintenant, qui est la mère de Yosef? Qui est la mère de Dina? La réponse, c'est que Yosef et Dina, c'est les seuls à avoir 2 mères. Il y a la mère qui a fourni biologique et il y a la mère porteuse. Vous savez que c'est pas une blague. Vous savez que aujourd'hui, non, vous savez qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui il y a un grand débat, d'accord, puisqu'il y a toutes choses, toutes sortes de choses bizarres, d'accord, qui se passent dans le monde moderne, d'accord. La question c'est de savoir qui est la mère d'un enfant. C'est la mère porteuse ou la mère biologique? Si un enfant a une mère porteuse juive et l'inverse non juif ou vice versa, est-ce qu'il va être juif ou il va être non juif? Comment on va qualifier l'enfant? Qu'est-ce qui détermine le génome, d'accord, ou la transmission de l'enfant? Est-ce que c'est la mère porteuse ou c'est la mère qui est à l'origine? Alors, une des sources, c'est un débat, c'est pas le lieu maintenant, d'accord, mais en tout cas, un des textes qui sert de référence pour savoir où est-ce qu'on parle dans la Torah de ça, d'accord? On va pas parler dans la Torah de mère porteuse, d'accord? C'est quelque chose qui est quand même assez moderne, ok? Mais un des cas justement, on va dire, historique de mère porteuse, c'est Rachel et Léa. Rachel et Léa, elles ont été mères porteuses et mères biologiques de ces 2 enfants, de Dina.
Hein? Elles n'en avaient pas conscience à l'époque. non À mon avis, elle Je Après, sais- c'est les interprétations Je sais pas, que- je sais pas. Le texte dit pas, mais en tout cas, c'est à partir de cela que j'aimerais revenir aux questions qu'on s'est posées. D'accord? La question qu'on s'est posée, c'était la suivante. C'était comment on peut accuser Yaakov de ne pas avoir fait le pas, d'accord? Fait le pas vis-à-vis d'Esav, d'accord? De lui proposer Dina. Mais la question, elle est accentuée du fait que, à la base, qui était destiné à Esav? Vous savez, qui devait se marier avec Esav à la base? Léa. C'est pour ça que Yaakov, lorsqu'il a trouvé Léa, il l'a trouvé dans un état de décomposition, d'accord? Véhéné Léa Rakot, il y a écrit. Léa, c'était une femme qui pleurait,